Donc, nous tenons à souligner s'il s'agit d'un partenariat entre la Projet de la réalité climatique Canada et la Collectif des écrivains du Canada. Donc, merci. Pour revoir certaines bases de Zoom, s'assurer que votre micro est sur mute lorsque vous ne parlez pas, que votre vidéo est activée ou désactivée comme tu veux, et que vous pouvez utiliser la fonction de chat à tout moment. Nous vous invitons maintenant à vous présenter dans le chat si vous le souhaitez. Donc, partagez votre prénom et pronom personnel, par exemple, il ou elle, ou elle, la ville d'où vous écrivez. Et pour briser la glace, sur une échelle de 1 à 10, que savez-vous du gaspillage alimentaire et de ses conséquences? Donc, je vais le faire ici. Je suis Michelina, j'ai utilisé les pronoms elle et je viens de Tiohtià:ke ou Montréal. Et probablement sur une échelle 1 à 10, je vais dire probablement 8 parce qu'il y a des choses que je peux apprendre. Euh, mais oui. Bonjour, je m'appelle Marika. J'utilise les pronoms elle. Je suis à Toronto. Et pour moi, c'est probablement à l'échelle 5 ou 6. Je crois que j'ai beaucoup d'apprendre. Alors, bonjour, je suis Hélène avec le Collectif des écrivains du Canada. Je suis à Ottawa. Sur une échelle pour les connaissances sur le gaspillage alimentaire, je dirais 2 à 3. C'est quelque chose euh, 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 qu'on ne fait pas à la maison et qu'on n'a pas, je n'ai pas, on a appris à ne pas gaspiller à la maison, mais ce qui se passe dans la société, je suis pas au courant. Donc, j'ai beaucoup à apprendre. Bonjour, Elisabeth Barrault, et je suis à Ottawa et ma connaissance de ce sujet est, euh, je dirais, de 5 à 6 et j'ai aussi beaucoup de plaisir à apprendre. Est-ce qu'il y a des autres personnes qui veulent partager? Je vais voir Catherine vient de Rimouski, et 6 sur 10, c'est vraiment cool. Shirley, stagiaire avec réalité climatique à Montréal, elle a aussi 6. Oui. OK. Et je vais passer la parole à Elisabeth. Par cette reconnaissance territoriale, en ce début de journée, nous rendons hommage à l'histoire, à la spiritualité et à la culture et à la gestion de la terre par les peuples autochtones de ce vaste et magnifique pays que nous appelons aujourd'hui le Canada. Nous cherchons à vivre ensemble dans le respect, la paix et les bonnes relations, alors que nous vivons et travaillons sur le territoire traditionnel. Nous sommes conscients des alliances rompues et nous croyons que dans toutes nos actions, nous devons contribuer à notre guérison et à la décolonisation. Au cœur de la culture des Premières Nations se trouve la pratique de la narration, et c'est ce que nous réunit toutes ici aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup. Donc, je travaille pour le projet de la réalité climatique. Donc, comme indiqué, le projet réalité climatique a été fondé par Al Gore, ancien vice-président des États-Unis. Je travaille pour la branche canadienne basée à Tiohtià:ke ou Montréal. Nous avons 4 programmes principaux pour les individus, les groupes de citoyennes,
municipaux, les groupes des politiques municipales et les groupes d'étudiants et étudiantes. Nous faisons également partie des dialogues pour le climat qui a commencé aujourd'hui. C'est une initiative de la société civile du Québec et du Canada se déroulant pendant la 28e conférence des parties de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Ces 2 semaines comprennent des panels, des discussions et des débriefages pour aider à suivre les négociations et comprendre les enjeux. C'est gratuit et en ligne. La COP28 est considérée comme cruciale pour des engagements internationaux adaptés à l'ampleur de la crise climatique, d'où la mise en place de cette plateforme pour dialoguer et s'informer sur son déroulement et ses enjeux. Donc, tu peux inscrire, il y a des lignes dans le chat, si vous voulez. Tu peux passer à Hélène. C'est sur mute, pardon. Désolée. À propos du collectif des écrivains-écrivaines du Canada, le CEC, en écrivant ensemble, nous donnons du pouvoir à chaque voix. Nous célébrons chaque histoire et nous changeons le monde. Le collectif des écrivains du Canada est une organisation caritative qui inspire l'écriture exploratoire dans la communauté. Des ateliers d'écriture exploratoire gratuits qui cultivent la connexion par le biais de l'histoire. Les ateliers sont inclusifs sur le plan de la race, l'origine ethnique, la classe sociale, l'âge, l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, les capacités physiques et la santé mentale. Des textes magnifiques émergent de la force innée, des voix authentiques. Notre travail est basé sur la méthode Amherst Writers and Artists, fondée par Pat Schneider, qui a vécu de 1934 à 2020. Parfait. Donc, aujourd'hui, on va parler de gaspillage alimentaire. Donc, on va apprendre, découvrir l'ampleur du gaspillage alimentaire et la façon dont cette utilisation non optimale des ressources menace le climat. Découvrir comment la façon dont nous produisons des aliments contribue de plus en plus au changement climatique, anthropique, qui menace à son tour nos systèmes climatiques et réfléchir à notre déconnexion croissante avec ce qui se trouve dans notre assiette et à la manière dont cela se produit. Donc, le gaspillage alimentaire englobe tout parti comestible d'un aliment destiné à la consommation humaine, perdu ou jeté à n'importe quelle étape du système alimentaire, y compris la récupération et la redistribution alimentaire. Au Canada, les légumes, les fruits, les restes de table, le pain et les produits de blancherie sont les principales catégories d'aliments gaspillés dans les ménages, totalisant 2,2 millions de tonnes annuellement. Au Québec, 3,1 millions de tonnes de résidus alimentaires sont rejetés le long de la chaîne d'approvisionnement, dont 61% sont des parties non comestibles, comme les os et les coquilles d'œufs. Cependant, 1,2 million de tonnes d'aliments comestibles sont estimés gaspillés, équivalent à 3,6 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, soit 4% des émissions totales de la province. Ceci dépasse les émissions combinées des secteurs du transport maritime, aérien et ferroviaire au Québec. Si l'on considère les ressources gaspillées dans la production alimentaire, par exemple l'eau, la terre et l'énergie, le lien entre le gaspillage alimentaire et la déforestation devient évident. En plus, les disparités économiques permettent aux pays du Nord de disposer de revenus et d'un pouvoir d'achat plus élevé, ce qui se traduit par des habitudes alimentaires abandonnantes.
diversifiée et souvent source de gaspillage. En revanche, le sud de la planète est confronté à des défis économiques qui limitent l'accès à des aliments nutritifs. La réparation inégale des ressources, marquée par des technologies agricoles avancées dans le nord et des pratiques dépassées dans le sud, creuse encore le fossé. Les dynamiques de marché monopolistiques influencées par de puissantes entreprises contribuent au traitement inéquitable des agricultures du Sud et à l'augmentation des prix. Les politiques commerciales mondiales, exacerbées par les effets des changements climatiques, les influences géopolitiques et les inégalités structurelles, favorisent le Nord, tandis que les conflits et la instabilité dans le Sud perturbent les activités agricoles et l'entraînent d'une famine généralisée. Pour combler ce fossé, il faut des politiques de commerce équitables, des initiatives de développement durable et une coopération mondiale pour s'attaquer aux causes profondes des disparités économiques et sociales. L'autonomisation des communautés locales et la promotion d'une distribution équitable des ressources sont des étapes cruciales pour parvenir à un système alimentaire mondial plus juste et plus durable. Les entreprises jouent un rôle essentiel dans la réduction des déchets alimentaires. Un approvisionnement et une distribution responsable, des initiatives de collaboration et l'adoption des politiques donnant la priorité à la réduction des déchets peuvent non seulement être bénéfiques pour l'environnement, mais aussi contribuer aux résultats financiers. Lorsque nous stockons correctement les aliments, nous en prolongions la fraîcheur et la durée d'utilisation en réduisant la probabilité d'une détérioration prématurée. La réfrigération, les récipients hermétiques et les températures appropriées ralentissent les processus naturels de décomposition, ce qui nous permet de profiter plus longtemps de nos produits alimentaires. En adoptant ces pratiques de stockage simples, nous préservons non seulement la valeur nutritionnelle de nos aliments, mais nous réduisons également la nécessité de les remplacer fréquemment. Cela permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de contribuer à l'effort général de réduction des quantités stupéfiantes de nourriture gaspillée chaque année dans le monde. Des habitudes durables telles que la gestion organisée du réfrigérateur, la compréhension des dates d'expiration et utilisation efficace du congélateur permettent aux individus d'être des consommateurs attentifs. Pour résumer, le simple fait de conserver correctement les aliments à la maison constitue une étape importante vers la mise en place d'un système alimentaire plus durable et plus efficace, bénéfique à la fois pour nos portefeuilles et pour la planète. La souveraineté alimentaire autochtone, ancrée dans les connaissances traditionnelles et les pratiques durables, réduit considérablement le gaspillage alimentaire. En donnant la priorité aux cultures adaptées aux conditions locales et en adoptant des méthodes de culture traditionnelles, les communautés autochtones minimisent les déchets par rapport à l'agriculture industrialisée. L'accent mis sur l'ingrédient saisonnier et d'origine locale s'aligne sur les cycles naturels, réduisant ainsi la nécessité d'un transport et d'un stockage important. Cette approche holistique, qui respecte l'ensemble du cycle alimentaire de la semence à l'assiette, incarne une
un modèle de production alimentaire culturellement aligné et écologiquement durable, démontrant l'efficacité de la souveraineté alimentaire autochtone pour minimiser les déchets tout en soutenant les économies locales. Aussi, les jardins communautaires et les programmes de partage de nourriture luttent contre le gaspillage alimentaire en encourageant des systèmes alimentaires locaux et durables. Ces initiatives permettent aux communautés de cultiver leurs propres produits, réduisant ainsi leur dépendance à l'égard des produits commerciaux. Les récoltes excédentaires sont souvent partagées ou redistribuées, ce qui permet de réduire les déchets et de proposer des produits frais et nutritifs. En plus, ces programmes favorisent un sentiment d'appartenance à la communauté, encourageant les efforts de collaboration dans la culture, le partage et la consommation de nourriture, contribuant ainsi à une approche de l'alimentation plus durable et plus respectueuse des déchets. Finalement, Food Not Bombs atténue le gaspillage alimentaire en redistribuant les excédents de nourriture pour lutter contre la faim et dans les communautés. Au-delà de la satisfaction des besoins imminents, le mouvement encourage la communauté, plaide en faveur de la justice alimentaire et promeut la paix. Les volontaires contribuent activement à réduire les disparités sociétales, à sensibiliser aux problèmes interdépendants et à donner aux individus les moyens de participer à des solutions locales. Food Not Bombs est un modèle d'activisme efficace qui souligne l'importance à répondre à la fois aux besoins immédiats et aux causes systémiques de la faim et du gaspillage alimentaire. Et ici, tu peux trouver les ressources si vous voulez. Maintenant, je vais passer la parole à Hélène. Je vais vous présenter les 6 pratiques essentielles du Collectif des écrivains du Canada. 1. Vous n'êtes pas obligé de lire ce que vous écrivez, mais nous vous encourageons à le faire. 2. Si vous le lisez, nous ne parlerons que de ce qui est fort dans votre écriture, de ce qui restera avec nous, ce dont nous nous souviendrons. Et 3. Si vous le lisez, nous traiterons ce que vous avez écrit comme étant de la fiction. Même si vous identifiez vos écrits comme autobiographiques, nous aborderons toujours l'histoire comme un texte. 4. Nous garderons confidentiel tout ce qui a été écrit et discuté au cours de cet atelier. 5. Les animatrices de l'atelier, Elisabeth et moi, écrivent et lisent également en prenant les mêmes risques que tous les autres. 6. Dans nos ateliers, l'écoute est aussi importante que l'écriture. Alors, nous créerons ensemble un climat de confiance en évitant d'utiliser les mots « vous » et « tu », et nous nous adresserons plutôt aux personnages, à la voix, au narrateur, la narratrice, au texte dans nos commentaires. Manger est un acte agricole, comme l'a dit Wendell Berry. C'est aussi un acte écologique et politique. Bien que beaucoup ait été fait pour occulter ce simple fait, la manière dont nous mangeons et ce que nous mangeons détermine dans une large mesure l'usage que nous faisons du monde et ce qu'il va devenir. Manger en étant pleinement conscient de tout ce qui est en jeu peut sembler un fardeau, mais en pratique, peu de choses dans la vie peuvent apporter autant de satisfaction. En comparaison, les plaisirs de l'alimentation industrielle, c'est-à-dire de l'alimentation sans conscience, sont éphémères. Michel Pollan. Voilà.
Alors, voici l'incitatif à l'écriture. Comment décririez-vous le fait de manger? Comme un acte écologique ou un acte politique? Comment compareriez-vous le fait de manger en toute conscience et le fait de manger de façon inconsciente? Vos habitudes alimentaires ont-elles changé au cours de votre vie? Comment les changeriez-vous à l'avenir? Alors, vous avez 10 minutes pour raconter un souvenir associé à la nourriture ou encore imaginer une conversation avec les aliments qui se trouvent dans votre assiette. Ou soyez créatif et spontané. Au bout de 8 minutes, je vous ferai signe du temps écoulé et on se retrouve dans 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions?